Je vais te partager là ce qui a été, sans doute pour moi, en tout cas je pense à cet exemple-là, la plus grosse humiliation que j'ai vécue. Je me rappelle quand j'étais en Bretagne, ça fait un peu plus de 12 ans, j'étais déjà installée à mon compte, j'étais en libéral pour mon cabinet de thérapie holistique et puis voilà, il se trouve que j'ai rencontré sur mon chemin la maladie, donc j'avais de l'endométriose à un stade très avancé. Et il se trouve que il y a à peu près 20-25 ans, on n'en parlait pas. Et puis comme c'était sur la sphère du génital, et puis de l'intime, et puis du féminin, c'était plutôt, je dirais pas tabou, mais c'était, disons, plutôt trop intime pour en parler en tout cas très librement à ce moment-là, d'autant plus qu'il n'y avait mais aucun traitement. Et du coup, je me montrais des plus discrètes. Mais à un moment donné, ça m'a rattrapée et j'ai dû être en arrêt maladie. Donc sans être indemnisée, parce que quand on est en libéral, on n'a pas droit aux indemnités chômage, même si on cotise pendant tout le temps de l'activité. Et en fait, j'ai tenu un certain temps comme ça, jusqu'au moment où financièrement ça n'était plus gérable. Et du coup, j'ai fait une demande, à ce moment-là, c'était le RMI, donc le revenu minimum d'insertion. Et dans ce cadre-là, j'ai été amenée à rencontrer une assistante sociale. Et disons que la rencontre a été assez particulière et difficile, parce qu'en fait, je me suis retrouvée face à une professionnelle qui était vraiment hyper moralisatrice, donneuse de leçons, dans l'incompréhension absolue de mon parcours. Je pense que pour elle, c'était compliqué de savoir que je venais du travail social, mais que j'avais fait ce bond, en tout cas ce passage pour devenir thérapeute, que j'étais évidemment formée, expérimentée. Et je la voyais avec moi être ouais, dans une sorte de jeu de pouvoir pour me décréter que je devais absolument travailler et surtout même si ça ne me plaisait pas, que l'accent était mis sur le travail et que ça ne faisait aucun sens de chercher du sens à ça. Alors j'ai tenté d'expliquer que j'étais là parce que physiquement j'étais fragilisée sans rentrer dans les détails et que de toute ma vie, que ce soit en tant que travailleur social ou en tant que thérapeute, jamais je n'avais mené d'accompagnement où je ne cherchais pas cette cohérence pour les individus dans leur vie entre ce qu'ils sont, ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent, et que je mettais la question du sens et des valeurs et du choix de vie quand même dans l'équation de façon très active et très présente, et que je n'échappais évidemment pas à la règle, et c'est pourquoi j'avais la vie que j'avais, et que donc il ne s'agissait pas là de chercher un autre travail, vu que j'en avais un, et que j'étais juste en arrêt, à devoir faire un stop, et donc sans ressources. Bon, autant dire que ça a été un petit peu compliqué, mais j'ai commencé à percevoir dans nos rendez-vous que, voilà, tout en disant que c'était, enfin que je comprenais aussi évidemment ces attendus, que, mais j'ai quand même perçu que dès lors qu'on est dans un moment de fragilité, donc de vulnérabilité, en plus quand c'est associé à la précarité, qui est le levier quand même pour les travailleurs sociaux, en tout cas les assistantes sociales qui gèrent le RMI et le RSA aujourd'hui, il y avait comme un positionnement de ce professionnel comme si forcément quand on est en précarité au RMI, on est soit pas intelligent, soit pas cultivé, soit incapable de comprendre, soit pas à la hauteur, soit dévalorisé, soit dans quelque chose qui est communément admis que, je vais dire pour simplifier, qu'on est quelque part inférieur et qu'en tout cas on peut pas avoir des échanges intelligents ou des propos qui font sens ou une discussion, je dirais, d'adulte à adulte ou de professionnel à professionnel. Et que c'était pas du tout comme, mais pas du tout permis ou pensable pour cette personne-là. Alors bien sûr, je ne peux pas et je ne dois pas tirer de généralité. Je ne peux que partager une expérience que j'ai faite à un moment donné. Mais je sais quand même que pour avoir accompagné toutes sortes de personnes dans toutes sortes de situations, malheureusement, l'expérience que j'ai faite, elle est bien trop commune et bien trop habituelle pour ceux, en tout cas, qui s'autorisent à en témoigner. Donc là, j'ai commencé à vivre quelque chose où je me suis sentie quand même assez dévalorisée, dénigrée, une forme de mépris. Mais c'est l'étape suivante qui a été la plus, je dirais, violente et dénigrante et humiliante. Parce qu'il s'est trouvé que, voilà, j'habitais dans un petit village, j'ai appelé la mairie pour, voilà, une info dont j'ai besoin, et puis visiblement tout devait se savoir, et il m'a été proposé de m'inscrire pour une aide alimentaire, que j'ai d'abord, j'allais dire, naturellement refusée, parce que j'avais honte, parce que c'était pas facile,
parce que j'étais pas tant dans le besoin que ça, jusqu'au moment où je l'ai vraiment été. Et, et parce que j'avais encore ce sentiment de honte, j'ai dit que de toute façon c'était compliqué pour moi de m'inscrire parce que j'avais d'anciens collègues, travailleurs sociaux, parce que c'était difficile pour moi évidemment de les rencontrer, non pas depuis cet espace de être entre collègues, mais d'être celle aujourd'hui qui était à la place d'être devant être aidée. Et puis, il m'a été proposé, en fait, par une personne qui s'occupe des Restos du Cœur, bah, de venir à mon domicile. Ce que j'ai fini par accepter en étant infiniment reconnaissante, d'autant plus que, rappelez-vous, j'étais quand même en arrêt, profondément anémiée, profondément fragilisée et effondrée la plupart du temps par des douleurs très vives, hein, qui me faisaient perdre jusqu'à connaissance, et puis très très fatiguée. Et puis on fait comme ça quelques rendez-vous, cette personne vient à mon domicile, et puis bon, il se montrait très très jugeant avec les autres, qui m'expliquait être exigeant. Il avait des questions, je dirais, assez inadaptées, je voyais bien inadaptées non seulement à ses fonctions, mais à ma situation, ou à sa compréhension de ce que c'est que de vivre ça. Il se montrait maladroit, mais bon, c'était pas grave. Et puis un jour, on avait un rendez-vous qu'on devait se confirmer, il est confirmé, puis finalement il change d'heure. Et je lui demande très simplement à ce moment-là, avec beaucoup de délicatesse et d'attention, en m'excusant que j'aimerais qu'on décale à peine, parce que j'avais un rendez-vous important au même moment, et que j'aimerais autant que ces deux rendez-vous ne se juxtaposent pas. Donc je me permets de faire la demande, et voilà qu'il me fait une réponse très grossière, très vulgaire, très familière, comme si en fait, parce que je suis au RMI, et ben c'était normal qu'on me parle comme ça. Donc je dois reconnaître que quand j'ai lu le message sur mon téléphone, j'ai été mais choquée. Je me suis dit mais qui c'est qui m'écrit ça? Qui c'est qui me parle comme ça? Et c'était impensable que ce monsieur-là me parle de cette façon-là. Bon, et pour autant, bah c'était bien lui. Et ça m'a mais vraiment, vraiment consternée, et vraiment, j'ai été vraiment dans l'incompréhension. Donc, je ne dis rien pour pas alimenter le truc. Et puis, il passe à l'heure de son choix, c'est-à-dire sans tenir compte de ma demande. Ben, je l'accueille très simplement, avec l'idée que on va parler de ce message, mais tranquillement. Et puis en fait, dès qu'il arrive, il se montre très 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 plaintif, mécontent, en colère, dans la plainte plus plus plus. Et il n'y a pas beaucoup d'espace pour exprimer, mais quand même, je considère important, j'ai ce besoin de lui faire savoir comment j'ai reçu son message, c'est-à-dire choquée par sa familiarité, par sa grossièreté, et avec le mépris en fait dont il a fait preuve dans son message. Je dirais même un brin de méchanceté, un brin, voilà, c'était très curieux. Et je lui dis ne pas comprendre, et que je ne comprends pas pourquoi en fait il me parle et comment il s'autorise à me parler comme ça. Au nom de quoi est-ce qu'il peut trouver normal de m'envoyer ce genre de message, et que je ne suis pas d'accord avec ça. Donc là-dessus, il me regarde, toujours aussi mécontent, et il tient à la main une cagette de nourriture, et en fait il me regarde et il la jette par terre. Et j'avoue que je ne sais pas si je suis stupéfaite, choquée, ou tellement c'était inattendu, et que jamais je n'avais vécu une chose pareille. Et en fait, je ne dis rien d'autre à part merci à vous, mais nous allons en rester là. Je ne ferai plus appel à vous. Et d'ailleurs, je vous demande de ne plus revenir chez moi parce que vous ne serez pas le bienvenu. Donc, je souhaite en rester là. Et puis, Maugré, il est en colère, il part, ça, visiblement, ça l'énerve. Parce qu'en fait, je reste très calme et très digne. Et je lui dis que, néanmoins, comme c'est la mairie qui m'avait proposé son aide, j'informerai que nous mettons un terme à ces interventions. Donc, il maugrit encore, il part en colère, il accélère, donc il me fait bien savoir qu'il est contrarié. Et puis, bah, je range les deux, trois trucs, je suis vraiment sous le choc. D'ailleurs, quelques jours après, enfin dans la foulée, mes symptômes vont s'aggraver, je vais être vraiment malade, en fait je marque vraiment le coup. Quelques jours après, donc en lien avec la mairie, je décide de faire part du fait qu'il y a eu un incident, et je les invite, s'ils le souhaitent, à en discuter, parce que je pense ça
important et pas anodin, parce que je pense que ça concerne la mairie si elle mandate des intervenants, et je pense que c'est donc de sa responsabilité. Je n'ai jamais été rappelée, je ne sais pas ce qui a été dit ou pas, mais voilà ce qui s'est passé jusque-là. Donc on en reste là, donc bien sûr je n'ai plus affaire à ce monsieur, ni à la mairie d'ailleurs, mais je voulais dire que quand même, une nourriture jetée à terre, je pense que symboliquement quand on jette de la nourriture au sol, pour nourrir un humain, en fait c'est pour les chiens qu'on fait ça. Et évidemment il a fallu que je me baisse pour la ramasser. Donc qu'il ait agi sur le coup de la colère, de la contrariété, du mépris, de la condescendance, peu importe, mais c'est ce qu'il a acté, c'est ce que j'ai vécu. Et pour moi, c'est une forme de façon de rabaisser l'autre, et le rabaissement, on va dire, est une forme d'humiliation qui se passe par des propos, ça peut être une agression, de l'intimidation, de la manipulation, évidemment des comportements. En tout cas, pour ma part, que j'ai perçu comme inacceptables, des comportements et des propos dégradants, humiliants, dévalorisants. Et c'est vrai qu'on dit souvent que celui qui humilie, il est sous le registre du masochisme, pardon. Donc je ne sais pas si c'est ça pour cette personne-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a agi avec une forme de mépris qui devait laisser entendre, me faire comprendre que je n'étais pas digne de recevoir ce qu'il amenait, pas digne ni d'une aide, ni d'une attention, sauf à me le faire remarquer, et que c'était vraiment une forme de mépris énorme en fait. Alors bien sûr, je suis capable de mettre ces agissements en résonance avec ma difficulté, voire ma honte à demander une aide, à la recevoir, ma fragilité du moment, la dépendance qui était là à ce moment-là, l'estime de moi à ce moment-là qui était évidemment altérée parce que sans travail, sans ressources, c'est une période évidemment compliquée, mais néanmoins, mais néanmoins, je ne pense pas que toute forme de résonance soit une excuse à ceux qui va se mettre en face. C'est une explication, mais pas une excuse. Et du coup, il n'en demeure pas moins que cette humiliation, elle a été réelle et qu'elle est venue, je dirais, toucher, bafouer, en tout cas essayer d'ébranler la dignité, donc l'estime de moi à son plus haut point. Alors c'est vrai que ça pose quand même question. Ce mépris, quand il se trouve au cœur du travail social, il pose vraiment question sur le sens de l'aide, sur ce qui se joue dans l'aide qu'on apporte aux autres, et sur le fait qu'on peut identifier là qu'elle s'appuie sur une forme de dénigrement ou de dévalorisation de l'autre. Donc ça pose question quand par exemple je le recentre sur l'intervention de l'assistante sociale ou sur l'intervention de ce bénévole des Restos du Cœur. Qu'est-ce qui se joue dans l'aide qu'on apporte à quelqu'un qui est fragilisé? Est-ce qu'il est normal qu'on parle à quelqu'un qui a le RMI de façon dévalorisante ou humiliante, ou comme s'il n'était pas intelligent? Est-ce que il faut faire justement cet amalgame? Et l'amalgame a été fait. Est-ce que c'est pertinent de me faire savoir à demi-mot que cet homme n'était pas très heureux de faire ce qu'il fait? Est-ce que c'est pas de sa responsabilité ou de la mairie d'intervenir? Donc c'est vrai que cette dévalorisation, elle, elle appuie le fait sur l'idée que le travail social ou l'aidant, il peut se sentir comme supérieur ou dépositaire d'un savoir ou d'une supériorité sur l'autre et qu'il agit comme tel avec une forme de mépris, sans doute la plupart du temps à son insu, mais n'empêche qu'elle est là. Et c'est vrai que je sais malheureusement que cela se produit encore parce que ce soit dans mon cabinet en Bretagne quand j'ai pu reprendre, ou en Corrèze depuis que je me suis réinstallée ici, et même dans mon village aujourd'hui, je sais qu'on me partage des agissements similaires, un manque d'égard, ou une forme de pitié, ou de condescendance qui acte en fait la même chose, une forme de supériorité bienveillante, mais mêlée d'une forme de mépris ou d'une attitude hautaine. Et attention, moi je fais une différence certaine entre la pitié et la bonté. Et là, on est très très loin de la bonté et de la bienveillance non feinte, de la bienveillance intègre, qui met chacun sur le même piédestal au même endroit. Donc c'est vrai que on a un ensemble d'informations paradoxales qui sont envoyées à l'autre. Et je terminerai en disant ceci: est-ce que le nécessiteux n'a d'autre choix que de se taire, se soumettre, parce qu'il est soumis aux aides sociales et qu'il ne peut pas dire qu'il a besoin ou envie d'être traité avec respect?
Voilà, peut-être par peur de perdre les aides ou par peur d'être encore plus démunis. Et c'est-à-dire, est-ce que quand on est nécessiteux, on se retrouve forcément à la merci des autres, travailleurs sociaux ou bénévoles compris, que ce soit pour vivre, exister et même pour manger? Et est-ce que finalement, ce n'est pas un travers que de soumettre des aides à des personnes peut-être qui sont certes compétents dans un domaine, mais qui n'ont pas fait suffisamment de travail sur eux pour le faire avec la justesse de la liberté et de la dignité que ça donne à l'autre, au-delà de tout statut. Et j'ai bien peur de savoir, et vraiment d'avoir vérifié, que malheureusement, les personnes qui sont en état de vulnérabilité se retrouvent trop souvent en état de soumission, de se taire, pour continuer à bénéficier de certaines aides, pour pas qu'elles leur soient supprimées. Est-ce que le fait d'être fragilisé et donc vulnérable à ce que l'autre va projeter ou dire ou considérer de soi n'est pas une porte d'entrée beaucoup trop facile à prendre et que certains empruntent, notamment des travailleurs sociaux ou des aidants, pour se permettre d'humilier l'autre à un moment de vie où sa fragilité devrait être protégée, je dirais en tout cas, on ne devrait pas en rajouter. Et c'est quand même infiniment paradoxal de savoir en tout cas que moi dans ma vie, l'humiliation que j'ai vécue et subie, je l'ai vécue avec un travailleur social et je l'ai vécue avec un bénévole des Restos du Cœur. J'aurais pu la vivre avec un employeur, une collègue, un ami, une situation incongrue dans un restaurant ou je ne sais quoi. Non, je l'ai vécu avec un travailleur social et un bénévole des Restos du Cœur. Donc je vous invite à cette réflexion et puis je vous invite à aller peut-être chercher pour vous le moment, le jour, la situation où vous vous êtes senti mais humilié et ça peut prendre des formes très diverses au niveau de comment on peut se sentir dégradé, méprisé, non reconnu, bafoué, dévalorisé ou indigne à toute forme d'attention, d'aide, voire même d'amour, et inconsidéré, c'est-à-dire jusqu'à se rabaisser, c'est-à-dire comme moi, devoir même me baisser pour ramasser de la nourriture. Imaginez quand même l'affront que cet homme a tenté de me faire. Alors je l'ai vécu comme tel et quand même j'ai eu de la ressource pour ne pas m'effondrer et me relever de ça. Mais néanmoins, j'avoue n'avoir jamais compris pourquoi la mairie n'a jamais rappelé. Cette mairie n'a pas pris ses responsabilités, ne serait-ce que par curiosité, parce que j'étais quand même une administrée. Donc je pense qu'en tant que citoyenne, la parole doit être entendue par les élus qui nous représentent et d'autant plus quand ils mandatent des personnes pour lesquelles on peut dire des choses et que ça n'est pas mis au clair. Voilà, cette situation soulève beaucoup de questionnements, mais en tout cas, elle éclaire de façon absolument certaine qu'à certains endroits, qu'à certains moments, les personnes qui se retrouvent en état de demander de l'aide et de fragilité, pour reprendre le terme, ne sont pas toujours considérés comme il se doit, alors que c'est le moment où ils devraient recevoir les plus grands égards, non pas des manières, mais juste la reconnaissance que être fragilisé, ce n'est pas être un moins que rien ou une moins que rien. Ce n'est d'ailleurs pas être rien, ce n'est sûrement pas être un chien, ni une chienne, et que le respect, il est dû à tous, il est vraiment dû à tous, et personne dans ce monde n'a le droit de traiter quiconque avec mépris ou à utiliser un jeu de pouvoir. Alors oui, je sais, c'est quand même le cas dans de nombreux cas, mais néanmoins, je continue à penser que nous devons être vigilants sur ces états de fait et que aujourd'hui, parler de cela, pour moi, c'est permettre à d'autres de reconnaître les moments ou les espaces où il y a humiliation qui a été vécue, pour retourner vers des états de profonde dignité, de profonde revalorisation et estime de soi, de valeur de soi, de beauté de soi, de grandeur, d'aptitude, de compétence, de beauté, et pour que enfin, simplement, chacun retrouve la voie d'une existence debout et d'être des hommes et des femmes debout, quoi que les autres puissent en dire, et quoi même que vous soyez en train de vivre, que vous soyez, pas moi aujourd'hui, ou RSA, ou que vous soyez PDG. Le respect humain est dû à tous. Et le statut ou la situation ne sont
aucunement signifiant sur la valeur de la personne et j'aime à penser que ce message puisse faire prendre conscience que non seulement vous méritez d'être respecté, mais que tout le monde vous doit ce respect.